Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit tour de l'atelier. On va voir l'avancée des travaux sur l'Alpine A310. Vous allez voir aussi, j'ai une 997 sur lequel on va certainement parler de frein céramique carbone qui est en révision. Et puis un petit Cayenne Turbo aussi qui est là. Alors on va commencer par l'Alpine et d'ailleurs je vais parler de l'Amicale Alpine A310 4 cylindres. Hein. Donc c'est le club sur lequel le client fait partie. Donc ils m'ont dit de les mentionner. Donc si vous avez une Alpine A310 4 cylindres et que vous ne faites pas encore partie du club, je vous invite d'aller les rejoindre. Je vous mettrai le lien dans la description. Eh bien l'Alpine, les travaux sont avancés, donc mes triangles, vous voyez, sont remis en place, donc tous les cylindres blocs ont été remplacés sur les supérieurs et inférieurs des deux côtés. Le carter, il est déposé et on va parler de ça juste après. Donc pour ce côté-ci, c'est la même chose. Les triangles sont remis en place. Alors j'ai pas remis en fait les transmissions ni les pivots pour l'instant parce que en fait, comme je suis en train de remettre le carter en aluminium en place, il faut que je décolle le moteur à chaque fois avec le vérin de fosse et ça m'évite de mettre de la contrainte sur mes transmissions. Donc en fait, je vais finir mon carter. Et après, je remettrai mes transmissions. Alors, pourquoi c'est pas remonté? Parce que ça m'a pris un petit peu plus de temps. Parce qu'en fait, le carter, vu qu'il est différent, si vous voulez, il est plus large et plus plat, j'avais un souci avec la crépine d'huile ici. Elle était trop longue, elle butait dans le fond du carter. Alors, comme je vous disais juste à l'instant, en fait, vous voyez, la crépine, là, je l'ai déposée. Et en fait, je l'ai modifié, je l'ai raccourci. Parce que quand j'ai voulu le monter, en fait, j'avais la crépine qui tapait dans le fond. Parce que tout simplement, en fait, c'est que ce carter-là, alors, il est plus large, mais moins profond. Donc en fait en contenance ça revient à la même chose mais sauf qu'on a moins de profondeur. Donc en fait ça n'a pas été compliqué, j'ai fait mes mesures de profondeur, j'ai modifié ma crépine mais j'en ai quand même enlevé 8 ou 9 mm. Donc pour ceux qui veulent monter en fait un carter en aluminium, alors c'est faisable sans problème parce que tout s'adapte bien. J'ai aussi contrôlé, comme je vous avais parlé la dernière fois, ça passe parfaitement, il n'y a aucun souci. C'est vraiment juste ce problème de crépine sur lequel en fait il faut qu'on la raccourcisse un petit peu pour pouvoir la mettre en place. Alors voilà, je l'ai recoupé ici, j'ai fait une soudure autour et puis comme ça maintenant elle va reprendre sa place. Évidemment on laisse de la marge dans le fond, on vient pas la coller complètement parce que sinon on va avoir un souci d'aspiration. Donc maintenant j'ai plus qu'à à reposer ma crépine, remettre mon carter en place et reposer tout ça sur la voiture. On va reposer le carter ensemble, vous avez vu là du coup j'ai remis ma crépine en place. Donc impeccable, rien de compliqué, on a 3 vis à remettre avec les petites plaques pour le verrouillage. Alors là, juste avant de faire le montage définitif avec le joint et puis remettre les 2-3 petits points de pâte à joint pour supprimer les fuites, j'ai fait un montage à blanc et en fait par le trou de vidange, j'ai été voir si ma crépine elle n'était pas complètement collée dans le fond, si elle était à la bonne distance. Et là en contrôlant, je me retrouve entre 5 et 8 mm, donc c'est parfait. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les petits points de pâte à joint qu'il y a besoin, on va mettre le joint en place, le carter boulonné, et puis voilà, elle aura son beau carter en aluminium. Bon les amis, le carter est mis en place, donc comme vous l'avez vu, la pose n'est pas très compliquée, il fallait juste que je puisse l'enfiler par-dessus la barre anti-roulis. Vous avez vu, ça passait très juste, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais levé le moteur. Donc là, je l'ai remis sur ces supports. Et comme vous le voyez, la particularité qu'il y avait ici, en fait, rappelez la petite échancrure, vous voyez, c'est pour que la barre anti-roulis, elle ait son passage. Et là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de rab. Ça passe, il y a du débattement, on doit avoir 5 à 6 mm, mais vous voyez bien que si on n'avait pas en fait ce décroché dans le carter, ça serait impossible de l'adapter parce qu'en fait la barre anti-roulis viendrait cogner dedans. Alors autre avantage aussi, qui n'est pas des moindres, c'est que comme le carter, il est moins profond et plus large, du coup il dépasse plus, vous voyez, par rapport à ça là. À la traverse qui est ici, il est juste au même niveau. Alors qu'avant, le carter en tôle, il arrivait là, il dépassait. D'ailleurs, l'ancien carter il avait pris des coups, il était un peu défoncé. Autre chose aussi, j'en ai pas parlé, mais bien évidemment, la jauge à huile, il va falloir reprendre la longueur de la jauge à huile. Alors ça, je l'ai sur le manuel de réparation et dans ma mémoire, en fait, de 135, je crois, elle passe à 115 pour la même contenance. Ça, c'est pour la contenance du maxi. Donc évidemment, je vais modifier ça au niveau de la jauge à huile pour me retrouver avec une jauge à huile qui m'indique la bonne contenance. Oh, quel style!
On les a mis, il est encore en train de faire le con, comme d'habitude. Vous voyez, ça, on peut pas être sérieux. Là, voilà, on essaye de faire, vous voyez, on essaye de vous faire des plans jolis. Il est là et voilà, ça part encore en cacahuète. Allez. Pas facile d'être sérieux avec lui. Je vous assure que des fois c'est pas facile de faire des vidéos avec Authentic Era. On a un joli Cayenne Turbo. Allez, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. Donc, alors autant les Cayenne première génération, j'aimais pas spécialement, que ceux-là, eh bien écoutez, ça passe. Hein. Ils sont plutôt jolis. Alors surtout celui-ci, hein, parce que c'est un turbo. On va voir à l'intérieur, une configuration tout en cuir rouge avec tableau de bord et surpiqûre noire. Vous voyez, c'est plutôt du plus bel effet. Donc très beau véhicule. Alors celui-ci en fait, eh bien on n'a pas grand chose à faire, hein, hormis lui changer les pneus. Alors en parlant des pneus, eh bien vous voyez les voici, hein, donc des beaux bébés. Donc du 295 35 par 21, donc en Michelin Latitude Sport 3. Alors chose marrante, vous allez voir, je vais vous faire une petite comparaison rapide. Là vous voyez, donc j'ai le pneu du Cayenne en 21 pouces. Et à côté, j'ai des Michelin aussi. Et là, en fait, c'est des 195 50 par 15. Pour vous donner une idée de la différence de taille, bah, vous voyez, quand je mets le 195 sur bien, le 295 qui est en 21 pouces, bien, en fait, c'est la taille de la jante. Là, on peut se rendre compte un petit peu de la dimension, vous voyez, hein, entre le 195 et le 295 ici. Donc, ça fait quand même 4 beaux morceaux. C'est limite, je peux rentrer dedans. Vous voyez, les gens, quand je vous disais, est-ce qu'en fait, les pneus qu'on a là, eh ben, c'est les roues de la Clio de Authentic Era. Donc en fait, il vient de se rendre compte qu'il a des tout petits trous sur sa voiture. Et de ce côté-ci, eh bien, on a une 997 Carrera 2S phase 2. Alors elle est ici en révision, hein. C'est une auto qu'on connaît bien, hein. C'est une voiture à un de nos clients. C'est une voiture d'ailleurs qu'on avait équipée avec un kit GT3 complet, hein. Vous apercevez derrière le béquet en carbone ainsi que le capot moteur qui a été changé. Donc sur la partie avant aussi, on lui a mis le pare-choc GT3, hein, donc origine de chez Porsche, hein. C'était à la demande du client. Alors sur cette voiture, on a aussi également posé une ligne inox complète, hein, donc 2 collecteurs 3 en 1 avec Catasport en IPE. Là, vous les voyez déjà, ils ont déjà pris une jolie couleur. Et la ligne Evox complète, hein, donc avec le fameux X-Pipe, hein, et les silencieux de chaque côté. Hein. Donc si vous vous rappelez, hein, c'est pas comme chez Scart, hein. Chez Evox, ils nous livrent les lignes complètes. Alors cette Porsche, elle est ici pour la révision et on a les freins à contrôler. Et la particularité sur cette voiture, c'est qu'elle a les freins en céramique carbone. Alors les freins céramique carbone sur une Porsche, on les reconnaît assez facilement, hein, parce que les étriers de frein sont jaunes. Donc ça veut dire que, eh bien, en toute logique, on a des freins céramique carbone. Donc disque en céramique carbone monté sur bol alu. Alors particularité sur les freins à disque en céramique carbone, c'est qu'en fait la piste qui est ici, eh bien en fait on n'a quasiment pas d'usure en épaisseur. Ça se dégrade pas sur l'épaisseur, ça se dégrade d'une autre manière. Donc comment on contrôle ces freins? Eh bien pour ceux qui ne savent pas, en fait il y a des témoins d'usure sur les disques. En fait si vous voulez, sur les disques de frein céramique carbone, eh bien tous les 120 degrés, on a un rond. Alors là je sais pas si vous allez les voir à la caméra, hein, parce que même moi là vous voyez j'ai du mal à les voir sur la partie avant. Je vous ferai voir sur les arrières, je pense qu'on les voit un petit peu mieux. Vous voyez, c'est où que j'ai fait des petits points blancs là, il y en a un ici, il y en a un autre ici, et on en a un troisième ici. Alors là on l'aperçoit peut-être, je sais pas si vous allez voir, on voit que ça c'est alors je vais essayer de bouger la caméra. Vous voyez là, je pense que vous le voyez ici à ce niveau là, là vous voyez on voit une trace. Donc là il y a un rond et ça nous permet de voir, en fait c'est un indicateur d'usure du disque. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement en fait c'est que ça va se dégrader. Vous voyez là ça s'est creusé un peu. Donc là quand ils sont arrivés comme ça et qu'on commence à moins distinguer en fait les témoins d'usure, eh bien c'est que on arrive à 50% d'usure du disque. Donc logiquement ça devrait encore aller. Mais pour être sûr, il y a d'autres indicateurs à aller contrôler, c'est qu'on va aller démonter le disque. On va aller contrôler son épaisseur bien évidemment, hein. Quoique là-dessus je vous dis ça s'use très peu. Et on va aller contrôler, voir si au niveau des fixations on n'a pas des micro-fissures, hein, parce que quand ça prend des températures, eh bien ça peut provoquer des micro-fissures. Et dans un cas extrême, quand on n'est pas sûr, eh bien faut les peser. Parce que vous voyez, si vous regardez sur votre disque de frein ici, eh bien il nous donne un poids, 5720 grammes. Et donc si on arrive en dessous ce poids-là, eh bien ça veut dire que le disque est bon à remplacer. Alors sur les disques arrière, je pense qu'on va peut-être un petit peu mieux voir les fameux témoins d'usure dont je vous parlais. Vous voyez, ils sont ici, là. Vous voyez, on en voit un là. Vous voyez, ça fait un rond, on le distingue, hein. Alors c'est à peine, hein. En fait, il faut se mettre un petit peu en contre-jour. Et puis là, si on regarde d'ailleurs rien que sur le disque arrière, vous voyez, les disques arrière travaillent beaucoup moins. Et bien on voit que la portée, elle est beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre. Elle est moins marbrée, moins creusée. Donc là, on a un disque qui est en parfait état.
Rien qu'à l'aspect, déjà, on sait que c'est bon. Et si vous voulez, on voit qu'aussi nos pastilles, eh bien, on les voit bien distinctement au niveau du rond et la surface n'est pas abîmée, elles ne sont pas creusées ou désagrégées. Vous voyez là, je reviens sur le disque avant, là j'ai pris la lumière et là on se rend compte que vous voyez à ce niveau-là, eh bien c'est beaucoup plus attaqué. Déjà on voit la partie en fait du carbone qui se désagrège parce qu'en fait il cuit en fait avec la température. Quand ça arrive à 400 degrés, eh bien il se désagrège. Alors vous voyez les contrôles sur les disques de frein céramique carbone, c'est complètement différent par rapport à des disques acier. Les disques acier en fait on mesure simplement l'épaisseur et puis il y a une cote limite et quand on est sous la cote, eh bien il faut les remplacer. Ou même sur ces autos quand ils font beaucoup de pistes, eh bien on arrive à avoir des micro-fissures, vous savez, entre les trous de perçage. Et là, s'il y en a de trop, ça fragilise et il faut les remplacer aussi. Alors que sur le céramique carbone, eh bien, l'épaisseur, elle diminue quasiment pas. On va perdre, allez, on va dire 2 dixièmes à l'épaisseur. Mais en fait, c'est que le carbone il se désagrège parce qu'il cuit, il brûle avec la température et l'oxygène qui est dans l'air. Et du coup, il se désagrège en surface. Alors, c'est pour ça qu'on a des indicateurs d'usure et on a plusieurs choses à aller contrôler. Et d'ailleurs, par rapport à ça, comme vous me connaissez maintenant, eh bien, j'ai une documentation. Comme je le dis à chaque fois, la documentation, c'est hyper important. Les choses, on ne les invente pas. Et là, vous voyez, il nous parle bien là, de notre fameux témoin d'usure, la pastille ronde. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir aussi. C'est pareil à la caméra parce que c'est une nuance. Donc là, on nous parle aussi. Alors, voilà ce qui se passe. Donc, perte pondérale par oxydation. Je vous lis le texte. Donc, le disque de frein en céramique est soumis à une usure thermomécanique et oxydative lors du réchauffement du disque de frein à des températures dépassant 400 degrés. Il y a oxydation des fibres de carbone en présence de l'oxygène de l'air. À des températures de service persistant au-dessus de 400 degrés, il se produit par conséquent des pertes de poids continues du disque de frein et une modification superficielle visible de la structure du matériau due à la pyrogénation et à l'apparition d'une porosité. La fameuse porosité, eh bien, vous voyez, c'est ce qu'on voit ici, là. Voilà, ça, c'est la fameuse porosité dont il parle dans le manuel. Donc là, vous voyez, ça va, parce que sur la surface du disque, ça commence, mais bon, ça va encore. Je vous dis, de toute façon, quand les témoins, ils sont... alors, je retrouve le témoin, quand ils sont comme celui-ci, eh bien, en fait, ça veut dire qu'on arrive à 50% de la vie du disque. Donc, bien évidemment, comme je vous ai dit, je vais le démonter, je vais aller faire d'autres contrôles, mais là, a priori, ça devrait encore aller. Donc vous voyez dans la documentation, on a plusieurs indications, là ce que je viens de vous lire à l'instant, avec la fameuse dégradation qui parle ici, les indications d'usure, que en fait le disque se désagrège. Les autres contrôles qu'il faut aller faire aussi plus loin, comme je vous dis, c'est ce qu'on va faire, c'est on va démonter le disque, on va aller voir si au niveau de ses points de fixation, eh bien on n'a pas de la micro-fissure. Mesurer les épaisseurs et puis dans un cas de doute extrême ou qu'on n'est pas sûr, aller les peser. Alors les peser, le problème c'est que moi s'il faut que j'aille les peser, il faut que j'aille chez un confrère parce qu'il nous faut une balance qui monte jusqu'à 12 kg et à plus ou moins 1 gramme. Donc voilà, un pèse-personne, on va dire qu'on va être un peu limite. Eh bien les amis, pour vous c'est quelques secondes, pour moi on est le lendemain matin, donc j'ai déposé mes 2 disques de frein pour aller les inspecter sur toutes les coutures. Je les ai enlevés en fait pour aller voir si j'avais pas de micro-fissures sur la partie arrière et puis aller inspecter la piste qui est au recto, qu'on ne voyait pas forcément quand le disque est en place sur la voiture. Alors on va regarder ça de plus près ensemble. Eh bien les disques de frein déposés, vous voyez, ça me permet d'aller faire un contrôle comme ça, plus précis au niveau de la piste intérieure, parce que évidemment cette piste-là, une fois en place sur la voiture, eh bien on ne la voit pas. J'ai été contrôler aussi tous mes points de fixation, vous voyez ici, parce qu'en fait, eh bien, c'est des disques sur bol. Vous voyez bien, il y a un bol alu avec la piste, ils sont fixés par ici, là c'est le recto, et là vous voyez c'est vissé. Donc là ils nous disent d'aller contrôler ici pour s'assurer qu'on n'a pas de micro-fissure ou de départ, parce que vous comprenez qu'en fait tout l'effort se répartit simplement sur ces vis là, donc en fait on a un énorme effort qui se produit ici. Donc là dans mon cas à moi, eh bien j'ai aucune micro-fissure, donc pas de souci. L'état de mes pistes intérieures, eh bien elle est comme celle de l'extérieur, donc il y a de l'usure mais on n'en est qu'à 50% au vu du témoin, donc pas de souci jusque là. J'ai mesuré mes épaisseurs aussi et elles sont bonnes, il n'y a pas de souci. Alors j'utilise quoi? Alors moi j'ai un pied à coulisse, vous voyez, spécifique pour faire ça. Alors pourquoi un pied à coulisse spécifique? Eh bien tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais prendre mon autre pied à coulisse. Alors pourquoi un pied à coulisse spécifique pour contrôler en fait les disques de frein? Tout simplement, vous voyez, celui-ci en fait il a un espace avec 2 pointes. Donc vous voyez, il n'y a rien qui va empêcher la mesure. Alors que si je prends en fait un pied à coulisse standard comme ça, et si je viens poser sur mon disque, alors là dans le cas présent le problème se pose pas parce qu'on n'a pas d'arête, mais souvent en fait quand les disques s'usent, eh bien ils se creusent et là on a une arête ici. Donc si on prend un pied à coulisse standard, et là vous voyez bien ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va surtout aller mesurer l'arête et non pas l'usure du disque.
Donc eh bien un pied à coulisse comme ça pour faire une mesure de disque, c'est pas pratique, enfin c'est pas valable. Alors vous voyez ce pied à coulisse là, eh bien quand on le met, eh ben il n'y a pas de souci avec l'arête. Hein. Du fait est qu'il est des ergots déportés, ça nous permet d'aller prendre notre mesure hein, sans aucun problème. Et on mesure réellement l'épaisseur du disque au niveau de son point d'usure. Et là, bah, l'exemple sur celui-ci, vous voyez, on est à 34,04, donc on est encore bon, hein, parce qu'il nous donne un minimum de 33,7. Mais comme je vous dis, hein, ces disques-là, en fait, ils perdent très peu en épaisseur. Hein. C'est vraiment, en fait, ça se désagrège. Hein, c'est le carbone qui se désagrège par la température. Mais en fait, on ne vient pas user la surface du disque. Et bien, dans notre cas présent à nous, eh bien, en fait, les disques sont bons pour le service. Donc, ils vont pouvoir au minimum refaire un jeu de plaquettes. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le client, hein, quand on sait le prix que ça peut coûter un jeu de disque en céramique carbone, c'est très cher. Alors pour information, pour ceux qui voudraient savoir ce que ça coûte, un disque comme ça, eh bien chez Porsche, si vous prenez un disque comme ça, eh bien c'est 7 000 € hors taxe, pièce. Donc là, vous imaginez que là, sur ma table, là, j'ai 14 000 € hors taxe. Alors, on manipule ça, on fait attention, hein, parce que faut, bien évidemment, c'est relativement fragile quand même, il faut éviter de les faire tomber parce que vous pourriez les ébrécher. Donc là, vous voyez, la boulette, ça peut coûter vite très cher. Alors maintenant, on va aller reposer ça sur la voiture. Donc évidemment, on va mettre des plaquettes neuves, hein, origine Porsche. Alors tiens, pour exemple, pour vous donner un petit peu la dimension quand même des freins. Alors voilà, ça c'est une plaquette. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé vraiment de la dimension. Mais vous voyez, quand je prends une plaquette, donc la taille de la plaquette par rapport à ma main, en fait, vous voyez, là je pose ma main dessus. Eh bien en fait, la plaquette, eh bien, elle fait la taille de ma main. Donc vous voyez, c'est quand même déjà des freins assez importants. Hein. Donc vous voyez, quand elle est posée dessus. Alors tiens, on va s'amuser à mesurer la longueur de la plaquette pour voir. Alors là, vous voyez, une plaquette, ben, elle fait 19 cm de longueur. Donc vous voyez déjà, là on est sur des freins assez costauds, hein, sachant que là-dessus, eh bien, on a des étriers 6 pistons. Et d'ailleurs, tiens, on va aller voir aussi sur la voiture après, eh bien, sur ces étriers-là, les 6 pistons, il y a une particularité et ben, je vais vous poser la question pour savoir s'il y en a, ils savent pourquoi il y a cette particularité-là. Particularité, là, ce que je vous disais juste à l'instant, hein, sur ces étriers 6 pistons, eh bien, si vous regardez bien, hein, quand on regarde donc le piston du bas, là, qui est... Alors, attendez, hop, je me mets ma caméra comme ça, voilà. Alors, quand on regarde le piston qui est ici en bas, celui du milieu et celui du haut, eh bien, si vous regardez, celui-là, il a un plus grand diamètre, celui-là, il a un diamètre intermédiaire, et celui-là, il a un diamètre plus petit. Et ça, bien évidemment, de chaque côté de l'étrier. Eh bien, la question que je vais vous poser, on va voir en commentaire s'il y en a qui savent, eh bien, d'après vous, pourquoi en fait il y a des différences de diamètre sur les pistons, hein, en sachant qu'en fait, eh bien évidemment, hein, je vous donne des indications quand même, on tourne dans ce sens-là, hein, dans le sens de rotation, et donc le plus petit, il est en bas. Après, on a un intermédiaire et on a le plus gros en haut. Eh bien, répondez en commentaire, hein, dites-moi si vous savez, et puis bah, je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo. Et bien maintenant, comme les disques ont été contrôlés et qu'ils sont en bon état, eh bien, il ne nous reste plus qu'à les remettre en place. Évidemment, on va mettre un petit coup de propre là sur notre portée, remettre ça en place, remonter les plaquettes de frein, et il va nous rester le rodage à faire. Alors sur la partie arrière, eh bien, vous voyez, les plaquettes ont déjà été remplacées. Alors pour ceux qui se posent la question de savoir ce que c'est comme marque de plaquettes, hein, et bien évidemment, chez Porsche d'origine, c'est du Pagide, hein, vous le voyez, c'est noté dessus. Bon les amis, si on a des belles photos de vignettes, c'est grâce à Authentiquera quand même, faut le signaler. Hein, on va en parler. Voilà, il se prépare là, il est en train de monter son petit trépied et tout. Et puis bah là, il va nous faire une belle photo de la petite Porsche qui est là. Ça. Merci Authentiquera. Eh bien les amis, là on a l'Audi RS4 qui est sur le pont, celle que vous avez vue qui me fait un problème de consommation d'huile. Donc là on attaque en fait le démontage, et puis comme aujourd'hui eh bien on a parlé frein sur la Porsche 997, eh bien là je peux vous faire voir un système aussi, hein, sur la RS4 où on a des très gros freins, et là du coup on a des étriers 4 pistons avec un montage aussi qui est particulier, hein, parce qu'en fait on a 4 plaquettes, hein, on a 2 plaquettes par côté. Donc vous voyez, on a un très beau système de freinage, hein, sur cette auto là déjà. Alors c'est de l'acier, hein, mais là on est déjà sur des freins conséquents. Eh bien les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc aujourd'hui, eh bien, on a abordé un sujet qui traitait des freins céramiques un peu plus particulièrement. Et puis comme d'habitude, hein, surtout n'hésitez pas à vous abonner, hein, un petit pouce bleu ça fera plaisir. Hein. Pour ceux qui se poseraient la question de savoir quel bruit ça fait un Evox, eh bien on va conclure là-dessus.